Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 26 mai et à la une de cette édition. Hier soir, le procureur de la République, Camille Miansoni, a donné une conférence de presse pour évoquer l'avancement d'une enquête pour kidnapping d'un individu de 23 ans en Petite Terre. Ce dernier aurait été frappé par le frère d'une personne interpellée et déférée hier soir devant le juge d'instruction. Une foule était présente hier pour apporter son soutien aux individus mis en cause. En effet, tout porte à croire qu'il s'agit d'une nouvelle affaire de victimes devenues coupables. Paul-Arthur Habit. C'est une affaire aux multiples facettes qui a conduit à la manifestation devant le tribunal ce lundi. 3 hommes, dont 2 déférés hier soir et un 3e toujours recherché, auraient enlevé un jeune homme de 23 ans et emmené au Badamier pour le battre selon les auditions des 2 mis en examen. Le procureur a profité de la conférence de presse organisée hier soir pour faire le point sur les déclarations des 2 hommes. Ces 3 personnes ont reconnu l'enlèvement de la personne jeudi dans l'après-midi. Ils ont reconnu avoir embarqué le disparu dans un véhicule, de l'avoir conduit très loin du côté des Badamiers et d'avoir battu cette personne, et qu'au retour, voulant le ramener à son domicile, cette personne se serait enfuie. Voilà la version fournie par les personnes gardées à vue. Jusqu'au terme de la garde à vue, la 3e personne n'avait pas encore été interpellée et la victime n'a toujours pas été retrouvée. Le fait que la victime n'ait pas été retrouvée pose des doutes dans cette affaire car il n'y a aucune preuve que cette victime est encore vivante. Le général de la gendarmerie de Mayotte a profité de la conférence de presse pour lancer un appel à témoins. J'en profite donc pour m'inscrire dans la continuité des propos du procureur et lancer un appel à témoins. Parce que notre principale préoccupation à l'heure actuelle est véritablement de savoir où se trouve cette victime, en espérant naturellement qu'elle soit vivante. Donc toute personne qui aurait des renseignements sur sa localisation, sur son état de santé, est priée sans délai de contacter la brigade de gendarmerie de Pamandzi pour nous permettre de la retrouver. Le procureur déplore néanmoins les manifestations qui ont pu se produire en Petite Terre lorsque les forces de l'ordre ont voulu enquêter sur l'affaire. L'enquête a été rendue difficile par l'entrave qu'a constitué une série de manifestations qui n'ont pas permis aux enquêteurs d'aller mener des investigations sur le terrain, en tout cas pas toutes, première chose. La deuxième chose que je voudrais souligner, lorsqu'on voit, et vous voyez l'état de siège dans lequel on se trouve dans ce tribunal, une mobilisation supposée citoyenne. En effet, une centaine de personnes étaient venues porter leur soutien aux 2 personnes déférées. Le procureur en a profité pour souligner le fait qu'il est intolérable, selon lui, que des personnes se fassent justice elles-mêmes en France. Quoi qu'on ait pu lui reprocher, on ne peut pas accepter dans un état de droit, la France, que des individus, des organisations ou des groupuscules fassent la loi. C'est intolérable et personne ne peut l'accepter. Une affaire qui met en exergue le manque de confiance de la population dans les forces de l'ordre et la justice sur Mayotte. Et direction la mairie de Mamoudzou à présent. Ali Ibrahim est conseiller municipal, il est également adjoint au maire et il a été candidat au premier tour des élections municipales. Si son score ne lui a pas permis d'accéder au second tour de l'élection qui aura lieu le 28 juin prochain, il est aujourd'hui clairement dans l'opposition. À ce titre, à l'instar d'autres conseillers municipaux, il réclame la tenue d'un conseil municipal afin de prendre part à des décisions importantes telles notamment que la réouverture des écoles. Je vous propose d'écouter sa réaction lors de la matinale de Kouissi. Moi, je m'inquiète parce que le maire voulait ouvrir les écoles ce lundi d'hier. Il a fallu qu'une réunion des élus, nous-mêmes les opposants, on lui dise non, monsieur le maire, par rapport au protocole sanitaire du gouvernement, Mamoudzou n'est pas prête du tout. Donc il faudrait prévoir plus tard la rentrée et mettre en place des moyens auxquels ces écoles-là peuvent recevoir nos enfants à la rentrée de 2020, c'est-à-dire au mois d'août. Donc nous, on n'est pas là pour faire la guerre ou s'opposer à quelque chose, non. Il y a un ordre du jour du conseil municipal
chacun donnera ses observations, mais nous on pense que c'est vraiment grave ce qui s'est passé parce que la crise à Mamoudzou, on aurait pu la gérer autrement, et Mamoudzou c'est le seul territoire de l'océan Indien qui a le plus de cas ici. Et ça, je pense qu'on aurait pu prendre des mesures auparavant. Et place maintenant à l'invité de la rédaction ce soir. Nous accueillons Nassuf Eddine Darwesh. Il est également conseiller municipal. Il est élu en charge de la sécurité à la mairie de Mamoudzou. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Alors, on va parler forcément de ce conseil municipal. Ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines maintenant qu'il est au cœur d'une polémique. Ma première question, elle est simple. Pourquoi ne pas l'avoir organisé et puis accéder à ce souhait des conseils municipaux, finalement, de poursuivre la démocratie, puisque c'est aussi de ça dont on parle? Alors, il faut déjà comprendre l'origine de cette affaire. L'État, à travers une ordonnance du 1er avril 2020, accorde aux maires de Mamoudzou, à l'ensemble des maires, un certain pouvoir pour agir, pour faire face à la pandémie que nous connaissons. Par contre, il est tenu d'informer l'ensemble des élus, même de l'opposition. C'est ce qu'il a toujours fait. Par contre, nos contradicteurs disent et affirment dans les différents plateaux et médias que le maire ne les a jamais informés. Pourtant, il y a des actes qui démontrent leur présence lors des différentes réunions. Et jusqu'à preuve du contraire, le maire s'est toujours conformé à la réglementation. Aujourd'hui, ces personnes pensaient détenir une majorité. Ces personnes pensaient que c'était le moment d'aller retirer au maire l'ensemble des pouvoirs qui lui ont été conférés par le conseil municipal. Et ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'il y a un conseil municipal prévu pour demain, le 27 mai, effectivement. Voilà. Et il était prévu, alors il a été prévu parce qu'il y a effectivement eu la justice qui a été saisie dans un premier temps. Elle a été saisie par des conseillers municipaux. Le juge des référés a décidé qu'il fallait qu'un conseil municipal se tienne le 27 mai. Et puis, aujourd'hui, il y a eu un retournement de situation. Finalement, pas de conseil municipal, en tout cas pas d'obligation, puisque le juge est revenu sur sa décision en expliquant qu'il n'y avait pas d'obligation de tenir ce conseil municipal. C'est ça, on en est là aujourd'hui ? En fait, le juge s'est rendu tout simplement compte du fait que ces messieurs ont toujours menti. C'est ce que j'ai toujours dit, ces messieurs ont toujours menti à la population. Il n'y a pas eu de conseil municipal. Il n'y a pas eu de conseil municipal. Le conseil municipal aura lieu demain avec un ordre du jour qui est fixé par le maire pour répondre aux attentes des habitants, pour finaliser les actions qui ont été entreprises par la municipalité jusqu'alors. Donc il va se tenir demain, vous le confirmez ? Le conseil municipal aura lieu demain, 9h, à la mairie de Mamoudzou. Le juge a expliqué, en fait, que ces personnes disaient qu'ils n'ont jamais été informés, alors que c'est faux. Elles ont toujours été informées de tout ce qui se passait. Ces personnes nous accusent de tout et de rien. Mais elles voulaient être associées aux décisions, parce que c'est aussi ça la démocratie, ça vous le comprenez ? Qu'ils voulaient qu'il n'y ait pas des décisions qui soient prises de manière unilatérale par une personne, un maire, mais que ça soit collégial et que les conseillers, les représentants du peuple aussi soient associés. Ça, vous le comprenez ? Je le comprends et c'est ce que nous avons fait. Nous avons fait une audioconférence. Était présent M. Bakar Ali Boto, était présent M. Hamdil Wahed Soumaïla. Nous avions, comme l'a bien expliqué M. Ibrahim, nous avions prévu d'ouvrir les écoles, puisque l'autorité sanitaire nous disait de le faire. Nous avons fait une réunion avec l'ensemble des élus pour justement les informer et échanger entre nous. Ils étaient tous là. Les seules personnes qui n'ont pas signé la feuille d'émargement, c'est le LR et M. Najim Hamada. Donc ces personnes sont informées, mais elles mentent plutôt lorsque elles vont dans les médias, elles essayent de manipuler la population. Pourquoi, selon vous, à des fins électorales ? Parce qu'on a le second tour le 28 juin ? Ce ne sont que des calculs politiciens. Parlons justement de ce qu'on vous reproche aussi. On explique que finalement, après ce premier tour, vous n'êtes plus majoritaire et que vous n'avez plus forcément la main sur cette mairie de Mamoudzou. Quand je dis vous, je parle effectivement de la majorité à laquelle Ali Ibrahim a fait partie pendant plusieurs années avant d'être candidat. Bakar Ali Boto aussi, le premier adjoint. Est-ce que ça, c'est une vérité ou est-ce que pour vous, non, vous avez toujours la main et vous avez toujours une majorité en mesure justement de mener cette mairie et de faire accepter à chacun
démocratiquement les décisions. C'est ce que j'ai toujours dit, il n'y a jamais eu d'opposition à la mairie de Mamoudzou. Aujourd'hui, ce sont des personnes déçues, ce sont des personnes frustrées du résultat du premier tour des élections. Ces personnes pensaient que Majani allait être éliminé. Nous avions en face de nous 10 concurrents, et parmi ces 10 concurrents, il y avait 5 adjoints au maire contre nous. Ce sont des adjoints au maire qui ont toujours travaillé avec nous, qui ont toujours partagé le bilan, qui ont toujours vanté les mérites du bilan de Majani, mais ils estiment qu'ils pouvaient être calife à la place du calife. Et ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous perdons 5 adjoints au maire. Ça fait beaucoup. Et je ne vous le cache pas, avec le confinement, on ne s'est pas beaucoup concerté, on ne s'est pas beaucoup vu. La priorité était ailleurs, c'était venir en aide à des personnes qui risquaient de mourir de faim. C'était ça notre priorité. Aujourd'hui, on peut dire qu'on verra demain. On verra demain si nous avons cette majorité ou pas. Justement, un mot sur cette crise. Est-ce que vous jugez, parce que c'est aussi les critiques qui sont aujourd'hui faites à l'encontre du maire et de son équipe, de ses proches, c'est que ça a été très mal géré, que l'équipe n'a pas été à la hauteur de cette crise effectivement qui a amené tout le monde à faire face à l'inconnu. Est-ce que vous jugez avoir été à la hauteur ? Nous pouvons peut-être être mieux, mais jusqu'à preuve du contraire, aucune personne n'est morte de faim à Mamoudzou. Et ce que nos adversaires ne disent pas, c'est que nous avons associé certaines personnes de leur liste. À Mamoudzou, par exemple, là où je suis originaire, nous avions un colistier de M. Amdil Wahid Soumaïla, M. Saïd Djanfar Mohamed, qui était adjoint au maire avec l'adjoint et Amdil. Nous avons associé à cette opération un colistier de M. Eliassir Maharoufou, mais ça, ils ne le disent jamais. Ils ne disent jamais qu'on a associé certains de leur côté pour justement être vraiment complètement ouvert, transparent sur la distribution de ces colis. Vous expliquez que Mamoudzou, c'est la ville de l'océan Indien, la commune d'océan Indien où il y a le plus de cas. On imagine que ça, c'est un échec quand même pour vous ? Non, c'est pas un échec dans la mesure où c'est peut-être là où il y a le plus de cas, mais ailleurs, à La Réunion par exemple ou à Maurice, ils n'ont pas les mêmes problématiques ici. Ils n'ont pas de bidonville, ils n'ont pas de population qui vivent à 10 ou 15 dans des bangas. Donc jusqu'à maintenant, c'est difficile, nous le constatons. Mais nous faisons avec les moyens que nous avons, avec la population que nous avons, qui n'est pas forcément la même qu'ailleurs, et nous espérons nous en sortir. Un dernier mot sur les écoles, forcément, puisque aujourd'hui, il y a eu une première réouverture. Alors, il n'y a eu que 7 élèves sur l'ensemble du département qui ont été accueillis dans une seule école à Chirongui, à Malamani plus précisément. Il y a eu une deuxième vague. Il y a eu effectivement plusieurs communes qui ont accepté de tenter cette date du 26 mai. Il y a une deuxième vague la semaine prochaine. Est-ce que la mairie de Mamoudzou postule pour cette seconde vague à partir du 2 juin ou est-ce que vous n'êtes pas encore prêt ? À titre personnel, moi j'étais favorable à l'ouverture des écoles. Mais justement, encore un mensonge de nos adversaires, nous les avons conviés à une réunion de concertation, puisque le maire, justement, c'est une personne qui consulte, et la grande majorité qui était là a demandé justement à ce qu'on fasse attention. Donc nous, on s'est dit qu'on allait se fier à l'avis des autorités sanitaires, à savoir l'ARS. Lorsque l'ARS nous dira que c'est le moment de procéder à l'ouverture des écoles, nous sommes prêts. Les écoles sont prêtes aujourd'hui ? Nous avons fait le nécessaire en termes de masques, en termes de gel, en termes de points d'eau, en termes de réparation de quelques aménagements pour pouvoir faire en sorte que tout se passe bien. Il a été soulevé justement lors de la réunion avec l'ensemble des élus qui avaient peut-être un souci au niveau du personnel pour le nettoyage. Et c'est ce que la chargée des écoles est actuellement en train de faire pour que lorsqu'on nous demandera d'agir, que nous soyons complètement en capacité de répondre aux attentes. Merci beaucoup Nassoufedine Darwesh, et forcément on sera présent demain pour ce conseil municipal un peu exceptionnel dans un climat un petit peu tendu. Il aura lieu, vous l'avez dit, à 9h demain matin. À 9h. 9h demain matin à la mairie de Mamoudzou. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et parlons d'emploi dans votre 19h. Les services de Pôle emploi continuent de fonctionner, même si pour l'heure l'accueil du public reste
impossible. En attendant une réouverture qui devrait intervenir très prochainement, les droits des demandeurs d'emploi déjà inscrits vont être actualisés automatiquement et ce pour le 3e mois consécutif. Ce matin, nous recevions le directeur de Pôle emploi à Mayotte, l'occasion de faire un point sur l'avenir, mais également sur les démarches à suivre. Au montage, Leslie Jumenet. À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Pour le 3e mois consécutif, il a été décidé que les droits des personnes inscrites à Pôle emploi seront automatiquement renouvelés. L'actualisation sera automatique encore ce mois-ci, donc pour l'actualisation du mois de mai, qui, je le rappelle, ouvre le 28 mai. Les gens doivent déclarer leur situation entre le 28 mai et le 15 du mois suivant, donc entre le 15 juin. Donc l'actualisation, comme les mois antérieurs, donc sera automatique et les demandeurs d'emploi qui sont indemnisés seront indemnisés automatiquement. De la même manière, le cabinet de la ministre a donné son accord pour la prolongation des droits des demandeurs d'emploi qui se trouveraient en fin de droit pendant cette période-là, pendant encore tout le mois de mai. Ça veut dire que les demandeurs d'emploi seront payés, donc puisque début juin on paye le mois de mai. Les demandeurs d'emploi qui, par exemple, auraient eu des droits qui se termineraient le 15, eh bien, seront prolongés sur toute la durée du mois. Ils seront quand même indemnisés sur la totalité du mois. Si pour l'heure les agences Pôle emploi de Lille restent fermées au public, les personnes inscrites disposent néanmoins de plusieurs options pour contacter leurs conseillers. Toutes les personnes qui sont inscrites aujourd'hui ont un conseiller référent, donc elles peuvent passer par le mail.net pour poser leurs questions et espérer avoir une réponse. En tous les cas, c'est mon souhait et c'est ce que nous faisons, puisque nous gérons quand même les délais de traitement pour que les réponses arrivent le plus rapidement possible. Il est certain que depuis le 16 mars, nous avons enregistré une baisse très nette des inscriptions, puisqu'on a plus de 50% de moins en inscription, mais il n'empêche que les personnes qui sont à la recherche d'un emploi peuvent s'inscrire via les services dématérialisés. Plus de la moitié de la population de Lille n'a pas accès à Internet au sein de son foyer. Pôle emploi tente donc de multiplier les possibilités de contact, y compris les rendez-vous téléphoniques. Nous n'allons recevoir que sur rendez-vous, puisqu'on a en fonction de la taille de nos locaux, on ne peut recevoir plus d'un certain nombre de personnes. Donc, et ça comprend à la fois nos usagers, mais également les personnels. C'est-à-dire que c'est un volume global. Donc, on va favoriser le rendez-vous. Il y a toujours les lignes téléphoniques qui sont en route. Le mail pour essayer de prendre justement des rendez-vous, et je le répète, je l'avais dit la dernière fois, les gens qui ont un rendez-vous, s'ils peuvent pas venir, c'est pas grave. Ils nous préviennent de façon à libérer le créneau, qu'on puisse convoquer quelqu'un d'autre, parce que malheureusement, les rendez-vous, c'est un temps qui est dédié, et que si la personne ne vient pas, c'est un temps perdu. Je dirais pas forcément dans le travail, parce qu'on fait autre chose, mais c'est un temps perdu pour quelqu'un qui pourrait être reçu et qui a peut-être urgence. Pôle emploi assure d'ores et déjà être prêt à réouvrir ses portes, notamment à Kaweni, dès que le feu vert sera donné. Et place maintenant au reste de l'actualité locale avec les nouvelles mesures de desserrement des contraintes ou encore le renouvellement des gendarmes mobiles. Au montage, Leslie Vumenet. La commune de Chiconi invite la population à ramener et déposer ponctuellement sa ferraille sur le site de l'entrée du parking de la mairie. Cela concerne les tôles sans bois ni chiffon, les gazinières ou encore les chauffe-eau. Le dépôt débute à compter de ce mardi 26 mai à partir de 11h jusqu'à mercredi 27 mai à 7h30 étant donné que la fête de l'Aïd a été célébrée ce lundi. L'enlèvement de ces déchets est prévu pour ce mercredi. Pour ce qui est des déchets d'équipements électriques et électroniques, la municipalité invite les administrés à les stocker chez eux en attendant la mise en place par le CEDIVAM 976 d'un service à la demande dans les prochains jours. Par ailleurs, la mairie rappelle à la population de Chiconi qu'il est interdit de déposer les déchets encombrants sur le front de mer, notamment sur la rocade Bamana. En effet, les dépôts sauvages peuvent être sanctionnés de 2 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Le préfet a décidé de prendre de nouvelles mesures générales et individuelles applicables depuis ce mardi. Elles concernent 3 secteurs. D'abord, la réouverture des écoles. À la demande des maires, l'accueil des élèves est autorisé dans les établissements du primaire à la condition que ces établissements démontrent leur capacité à respecter les prescriptions émises par les autorités sanitaires.
Ensuite, la réouverture des lieux de culte. Elle peut se faire dans des conditions strictes d'un certain nombre d'aménagements sous la responsabilité des propriétaires et affectataires des édifices culturels, parmi lesquels la limitation du nombre de fidèles, le marquage au sol des emplacements individuels pour garantir la distanciation physique ou la mise en place des mesures d'hygiène adaptées. Enfin, l'accès aux plages, criques et îlots, ainsi que toutes les activités nautiques et de plaisance sur l'ensemble du département de Mayotte peuvent être autorisées sur proposition du maire. Vendredi 22 mai 2020, le préfet de Mayotte et le général commandant la gendarmerie de Mayotte ont accueilli à leur descente d'avion plusieurs escadrons de gendarmerie mobile. Jean-François Colombet a tenu à saluer l'engagement de haute intensité des unités de la gendarmerie mobile sur le départ qui ont œuvré pendant les 4 mois écoulés. Selon la préfecture, ils sont intervenus sur tous les fronts, qu'ils soient agi des événements ayant troublé l'ordre public à Koungou, Dembéni ou Tsunzu, ainsi que sur la Petite Terre ou autres titres de la lutte contre l'immigration clandestine et contre d'autres formes de délinquance. La représentation de l'État ajoute que préalablement à leur projection, les unités relevantes ont été confinées pendant 2 semaines dans une école de sous-officiers de la gendarmerie et tout leur personnel ont subi 2 dépistages Covid-19, le premier la semaine passée et le second 2 jours avant de prendre l'avion. Et le déconfinement progressif à Mayotte, pour terminer, comme dans le reste du pays, a fait naître une nouvelle forme d'incivilité. En effet, de plus en plus de masques et de gants en plastique sont jetés partout après leur utilisation. Face à cette situation, un député des Alpes-Maritimes a proposé de créer une amende de 300 € contre ceux qui jettent leurs masques par terre. Une initiative saluée par le maire d'Arras et par ses administrés. Plus que de sanctionner, l'idée qui pourrait être reprise localement à Mayotte est de sensibiliser la population aux dangers encourus par ceux qui ramassent les masques au sol. Je vous propose de regarder ce sujet réalisé par nos confrères de TF1. Dans ce parc de la ville, un masque dans un buisson, là un autre dans le caniveau. Des masques chirurgicaux que certains jettent sans vergogne sur la voie publique. Et on en trouve de plus en plus. De quoi heurter la totalité des gens rencontrés ce matin dans les rues d'Arras. Si, il y a un peu de masques qui sont à droite à gauche jetés par terre. Les gens sont irresponsables. Les gens, ils sont dans le magasin, ils ont le masque et puis dehors, ils jettent. Vous avez vu des gens jetés par terre? Ah bah oui, hein. Alors bon, c'est pas admissible ça. Que ce soit les masques ou les caca de chiens ou autre chose, je dirais qu'il faut mettre ça dans le même créneau. Voyez, c'est une éducation des gens. Du coup, le maire de la ville est favorable à une très forte amende de 300 €. Et ici, tout le monde est pour. Surtout qu'il y a des poubelles partout. Il y en a partout, là. Donc, c'est quoi, c'est de l'incivilité? Ah oui, complètement. 300 € par contre, ça fait un peu beaucoup quand même, je trouve. Et après, les gens ils réfléchiraient 2 fois à jeter leur masque. À Arras, depuis 4 ans, il existe une brigade verte issue de la police municipale. Ces agents traquent les dépôts sauvages et depuis peu, les masques jetés dans la rue. Difficile tout de même de prendre quelqu'un en flagrant délit. L'idée est donc de sensibiliser au danger pour ceux qui ramassent. Il y a une prise de conscience aujourd'hui. L'objectif, c'est qu'elle soit collective, qu'elle soit dans la tête de tout le monde et qu'on donne un coup d'arrêt ferme à cette négligence. Demain, cette affiche fleurira sur les murs et les panneaux de la ville. Incroyable tout de même pour certains d'imaginer qu'il faille encore aujourd'hui rappeler ces évidences. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Rendez-vous demain dès 19 h pour tout connaître de l'actualité locale. D'ici là, restez chez vous. Excellente soirée sur Cossy.